Dans le château sinistre du roi démon, les dégâts de ce coup de poing montrent que la chose était laide, comme la défaite de Braba. Un groupe ferme de héros suit au combat, leur force ensemble est comme une lumière au milieu de l'obscurité qui prend le relais. Dans l'équipe principale, il y a un chevalier, un sage et un clerc, le tout avec un visage fermé, de cette façon que seuls ceux qui sont en mission sachent. Les monstres maléfiques ne donnent pas d'où et déchirent la troupe des héros. En changeant le cours du combat, un guerrier novice crie plein de feu dans le corps, tandis que son partenaire garde un œil, un peu inquiet. Les vétérans du groupe tiennent bien la vague contre la multitude de créatures démoniaques. Le héros Akido se rend compte que les parties sont presque à la limite, puis elle commence à penser à une sortie stratégique, comme un retrait tactique. De nulle part, son partenaire donne cette conversation directe et lui dit de passer à autre chose, disant que le reste tient la ligne pour qu'il affronte le roi démon seul. Acceptant ce sacrifice, Akido devient ferme devant cette figure géante avec des ailes dans le trône. Le Demon King fait déjà détonner avec une explosion cabuleuse d'énergie pure. L'explosion reprend le couloir. Il semblait que cela allait mettre fin au héros une fois pour toutes. Mais Akido éclate cette vague d'énergie, déjà à moitié et disant qu'il regrette les coups qu'il donnera. Il laisse échapper un coup unique et dévastateur qui détruit l'essence du roi démon. La force de cette dernière attaque ouvre une larme dans le château, montrant que la bataille est terminée. Le monstre qui était le roi démon commence à se fissurer et à se déformer, incapable de comprendre qu'il a perdu. Son corps se termine complètement, choqué par la mort rapide et totale. Lorsque la poussière bat, Akido est là, seul, le champion incontesté du combat. Les pénétrations arrivent et le trouvent épuisé. Plus vivant. L'appelé soulagé. Akido se tourne et devient un bon moyen de voir que tout le monde dans le groupe a survécu à la suffocation. Quand il demande ce qui s'est passé dans le combat, il ne laisse que ce sourire de qui sait qu'il a vraiment gagné. Akido parle dans la morale qu'ils ont gagné, et il est convaincu que la paix est finalement revenue au monde. Un mois plus tard, la scène passe du château détruit dans une salle de fête géante. La foule célèbre les héros qui ont fait exploser le roi démon. Une bannière montre qu'il est déjà le 5e jour suivi d'une célébration. Akido, l'invité d'honneur. Il est déjà jeté sur le canapé, tué fatigué des fêtes. La sainte prêtresse, Flora, arrive et se rend compte à quel point ces célébrations sans fin. Ses parties se souviennent des aventures du gars, comme quand il a remporté un pic géant du jour au lendemain. Deux alliés de lui, avec une bonne blague, l'entourent et lui disent de conserver les cérémonies ennuyeuses. Le reste du groupe arrive, lui disant d'arrêter de résister et de profiter de la morale qu'il lui donne. Les camarades admettent qu'ils trouvent également les formalités un peu ennuyeux, mais que lui, en tant que héros, doit le prendre dans le bon sens. Un partenaire est étonné de se rappeler qu'Akido était le gars qui a renversé le roi du démon seul. Akido est humble, détournant les compliments, mais le guerrier géant Warero Aldo dit qu'il n'a même pas à remercier. Garand parle dans la morale qu'ils n'ont fait que la mission que l'empereur leur a donnée. Sans trembler, Akido sourit et dit qu'il est toujours reconnaissant d'avoir trouvé quelques parties incroyables comme ça avec un cri de cœur. Il étend sa main et remercie Geraldo le groupe pour son soutien. Les camarades continuent de le regarder. Leurs expressions s'adoucissent, ressentant la véritable gratitude du patron. Le visage du héros brille, rayonnant de la joie et de l'affection pour les amis. Plus tard, cette nuit, le maquillage tout up est déplacé par les parties pour ne pas prendre de boisson. Son partenaire essaie de le soutenir, se souvenant qu'il a toujours eu une cérémonie importante demain. L'ambiance devient sérieuse lorsque l'un des groupes demande ce que chacun fera une fois les parties terminées. Akido, toujours en quelque sorte, se perd un peu avec la série sérieuse de nulle part. Garin Aldo dit qu'il rentrera chez lui et aidera à reconstruire l'empire détruit par la guerre. Le reste du groupe est d'accord, chacun avec son chemin à parcourir. Tout le monde regarde Akido, qui est le prochain à être interrogé sur son avenir. Il devient sérieux et se rend compte que, contrairement aux autres, il est d'un autre monde et n'a pas de maison à retourner. Le poids de cette triste situation frappe durement, reflété dans son look déterminé. Sous les deux lunes, le héros pense à l'avenir incertain qui l'attend. Le lendemain, le jour de la grande cérémonie officielle arrive. À l'intérieur de la cathédrale géante, Akido est nerveux et espionne par la porte de la salle d'attente la foule à l'extérieur. Les partenaires pensent et se souviennent de l'importance de la cérémonie. Bien qu'il remet en question le costume chic qu'il doit porter, le partenaire explique qu'il s'agit d'un traité de paix officiel, donc le costume chic n'a aucune discussion. Akido devient un peu inconfortable tandis que le partenaire tient le gant cérémonial orné dans son bras. Il plaisante en demandant combien cela coûte, et elle répond que c'est un trésor national inestimable. À l'extérieur, la foule crie d'excitation. Chant sur la silhouette qu'ils appellent le messager.
Essissant la fenêtre, Akido est étonné d'apprendre qu'il est le messager de Dieu que la foule applaudit. Aller à la cérémonie. Le héros réalise sérieusement que cet événement est la fin du voyage avec des amis. Flora interroge à nouveau son avenir et Akido confirme qu'il pensait sérieusement hier soir. Avec une nouvelle lueur dans les yeux, il dit qu'il parcourra le monde. Il explique que même avec la paix, beaucoup de gens ont encore besoin d'aide et que son pouvoir peut être utile. Un doux sourire apparaît sur son visage. Embrasser le nouveau but de devenir un héros de ceux qui sont au pire. Flora demande si ça n'allait pas être étrange de voyager avec lui, avec un regard plein d'espoir. Elle sourit et dit qu'elle pense que son nouveau rêve promesse. Les portes lourdes de la salle de cérémonie s'ouvrent, marquant leur arrivée. À l'intérieur, Akido est béant pour voir beaucoup de chiffres de robes alignés par le salon. Flora explique qu'ils sont des hommes saints du monde entier, réunis uniquement pour la cérémonie. Elle envoie le héros pour rester au centre d'une plateforme circulaire sur le sol. Akido est inconfortable sur l'autel. Il ne l'envoie même pas pour bouger alors qu'il fait face aux centaines d'observateurs silencieux. Son partenaire, de nulle part, avance et remet en question la grandeur de la cérémonie avant de l'envoyer. Alors que les passe-temps commencent à chanter, un seau magique brillant active sous les pieds d'Akido. Sans avertissement, les courants magiques apparaissent du seau, tenant le héros qui est complètement perdu. Akido combat les courants magiques. Mais il est en prison et ne comprend rien sur le piège magique. Il essaie d'avertir Flora, mais la voit toujours tranquillement. La prêtresse Santa Flora montre un sourire sinistre et triomphant. Son masque de gentillesse a disparu pour de bon. Le héros garde les yeux écarquillés, horrifié en étant trahi par qui il commençait à faire confiance. Flora parle avec un dédain de ses luttes féodales, impressionné qu'il soit toujours coincé dans le pouvoir des trésors nationaux. La tête d'Akido donne un nœud de confusion. Ne pas comprendre pourquoi le héros qui a sauvé le monde est traité comme ça. Elle admet dans le froid que son pouvoir monstrueux et qui fait peur au général. Son visage devient un masque maléfique, confirmant sa pire peur, détruisant l'espoir que ce n'était qu'un cauchemar. Où êtes-vous en prison? Akido voit son ombre sur lui, confirmant la cruelle réalité de la situation. Même son guerrier de confiance, Garand Aldolf, semble lâche. Cette trahison est le sort d'Akido. Garand parle froid au héros horrifié qu'il était tout simplement trop puissant. Un officier important explique que la force d'Akido menace de briser l'équilibre politique du monde. L'autre partenaire, Nagisa, dit le sérieux qu'il ne peut pas laisser ce chaos se produire. Garand révèle que les 5 grandes nations se sont réunies juste pour éliminer le héros. Akido regarde autour de lui, désespéré, voyant que tous ceux qui étaient son ami l'ont laissé tomber sur la plateforme. Il a besoin de savoir pourquoi et entend que sa force est considérée comme un mal en soi. Arrêté et trahi, le visage du héros contient de la colère et de l'incrédulité totale. Il tourne désespérément son look, lui demandant si elle le trahissait aussi. Flora s'arrête, faisant semblant de penser, puis elle sourit sucrée d'une manière dégoûtante et confirme sa trahison. Avec la colère à la limite, Akido libère une vague de puissance qui brise le sceau magique sous elle. La réaction est si forte que l'un des 5 hommes tombe, tous étourdis. L'ensemble du groupe de sorciers hésite et Garand est fait étonner de la force absurde du héros. Sans réfléchir 2 fois. Le partenaire Nagasa donne un coup dur qui interrompt sa tentative de s'échapper. Le héros est jeté hors de la plateforme, tombant directement au sol de la cathédrale. Il frappe fort sur la pierre, créant un énorme cratère, allongé dans les décombres. Akido ne peut que chercher un peu stupéfait, le corps détruit et l'esprit écrasé. Nagi observe d'en haut, commentant sa résistance, tandis que les anciens alliés regardent froidement la situation, la trahison consommée. Un officier révèle alors son plan, utilisant un artefact pour voler la puissance du héros et l'arrêter dans un anneau. Un gars officiel se demande si son plan est même possible. Mais le Garim Aldolfo confirme que, en théorie, il l'est. Puis un grand prêtre apparaît, envoyant le général pour s'éloigner alors qu'il commence le rituel. Le gars fait beaucoup de signes avec ses mains, commençant une technique magique puissante pour forger quelque chose de sinistre. De nulle part, les courants magiques lourds se détachent du sol et vissent le corps du héros qui était déjà au pire. Akido sent une chaleur cabuleuse le brûlant alors que les chaînes commencent à briller d'une manière sinistre. Les chaînes deviennent plus fortes, suçant une énergie noire et en colère directement de son corps. Le gars crie dans une agonie que personne ne peut gérer. Parce que l'artefact suce sa vie en force, comme aucune pitié. Nagisa est ouverte, ne croyant pas qu'il y a cet art secret pour voler la puissance des autres. Garand Aldolf, dans la plus grande froideur, regarde ce héros tous vissé, disant qu'il est au pire, une figure triste et malheureuse.
Aikido sort un dernier cri désespéré, réalisant qu'il n'était qu'un morceau qu'ils allaient jeter quand ils n'en avaient plus besoin. Il ressent une douleur de chien alors que le rituel tire son essence dans la force. Lorsqu'il sort, le rituel noir se termine, a laissé un sol fissuré et un anneau sinistre. L'artefact pulsate désormais avec une puissance volée monstrueuse, crépitant avec de l'énergie brute sur le sol en pierre. Flora, toute convaincue, parle à Garand Aldolf de la façon de jeter un Aikido, qui tient maintenant la bague avec la force du héros coincé en lui. Sans sa puissance, Aikido ne peut libérer qu'un cri silencieux de colère et de trahison totale. Dans son esprit, il se souvient des sacrifices qu'il a faits pour l'humanité. Le tiré était juste un héros tragique à jeter à la poubelle. Les larmes de l'agonie coulent sur le visage alors qu'il remet en question le cœur froid des anciens parcs. Flora ignore sa souffrance dans la plus grande froideur, disant que son sacrifice était un mal nécessaire pour la paix. Les autres partenaires regardent, à moitié sérieux, à moitié dans l'ambiance de l'indifférence froide. Arrêté et brisé, le héros sans force voile et traira les yeux sur le feu de la haine qui ne pardonne pas. Il envoie le vrai, disant que les 5 nations qui le trahissaient sont maintenant des ennemis mortels. La Flora libère un rire sarcastique de son courage, tandis que Garam Eld envoie Nagisa pour exécuter le héros. Nagisa dessine l'épée, prête à donner un coup fatal de l'ancien partenaire. Elle est au sommet du héros paralysé, voulant rendre sa fin encore plus souffert. Lorsque l'épée tombe, l'expression d'Aikido passe du désespoir à une surprise choquante. Un rire étrange s'échappe de sa bouche, laissant les anciens parcolés totalement perdus. Flora demande si la douleur le rendait fou. Mais le rire maniaque ne fait qu'augmenter. Avec un sourire froid, Aikido révèle qu'il a découvert la seule partie du corps qu'il peut encore bouger. Soudain, une vague géante de pouvoir explose le héros déchu, prenant tout le monde par surprise. Les anciens alliés sont sous le choc, réalisant qu'il fait que sa magie interne panique à dessein. Le visage de Garimaldou est tordu d'incrédulité quand il attire enfin la dernière chance du héros. Aikido envoie le vrai que s'il tombe, il ramassera tous les Trera ensemble. Toute la cathédrale commence à se briser violemment tandis que les alliés fuient en panique. Une explosion catastrophique détruit le sol sacré, effaçant toute la structure. Au milieu du chaos, l'anneau avec la puissance volée du héros vole en l'air. L'explosion est tellement en colère qu'elle secoue vers la capitale voisine. Lorsque la poussière est faible, ce qui reste de la grande cathédrale est un cratère fumant et vide. Des ruines, une figure colossale de l'armure émerge, plus grande que la gauche. La silhouette est le Garin F, maintenant avec l'anneau brillant à la main et tout-puissant. Il sourit, sachant qu'il a utilisé la puissance de l'anneau pour survivre à l'explosion sans égratignure. Garan F parle de la puissance monstrueuse d'Aikido, à soulager que le plan fonctionne toujours. La Flora regarde les trains restants, se moquant de leur visage fermé maintenant que l'objectif a été atteint. Avec le héros hors de la scène, l'un des partenaires suggère dans la plus grande excitation qu'ils se battent maintenant pour voir qui est le guerrier le plus fort du monde. Les autres réagissent dans la plus grande colère, sachant que ce combat allait jeter le monde dans une nouvelle guerre lourde. Flora, toute convaincue, déclare que son pacte est accompli et annonce qu'il retournera à son empire. Elle envoie une prière vide pour l'avenir du monde, établissant que le héros a disparu pour de bon. Plus tard, les Trera font une déclaration publique. Rester un mensonge au gars du noble sacrifice du héros. Mais dans l'ombre, beaucoup de gens sauvés par Aikido ne croient pas en cette histoire officielle. Le récit se transforme en un studio isolé au milieu de la forêt. Alors que le monde suit sans le héros. Un nouveau personnage apparaît, montrant que ce n'est plus l'histoire du héros déchu, mais le début de quelque chose de nouveau. Une mine observe comme un gars près de la rivière pense à la cause de l'explosion géante de la veille. Son attention est tirée par un corps piégé dans des branches flottant dans la rivière. Il tire l'homme inconscient de l'eau, révélant le visage du héros déchu, Ekito, commençant une histoire de vengeance. L'esprit d'Akito est de retour dans le temps pour la trahison, se souvenant de sa confusion alors que ses partenaires ont donné des justifications froides, et il a crié le nom de la Flore, la voix pleine de la douleur de sa déception. En mémoire, il essaie de l'atteindre sans croire, incapable de traiter la trahison. Le souvenir montre le visage de la Flore déformé dans un sourire froid et victorieux. L'horrible perception frappe qu'il n'était qu'un pion dans leur plan. Le désespoir devient une colère ardente totale. Ses yeux brillent avec un nouveau but sombre. Un serment froid se tient dans son esprit. Il ne pardonnera jamais et prendra tout ce qu'ils aiment. Son esprit transmet au vote solennel de venger chaque trahison. La mémoire termine une promesse silencieuse et furieuse de détruire le général. Les yeux d'Aikido sont soudainement ouverts. Il est tous bandé et allongé dans un lit qu'il ne connaît même pas.
Un choc frappe fort alors qu'il regarde l'obscurité de la pièce. Il regarde désespérément autour de lui, essayant de comprendre où il est et ce qui s'est passé. Le héros est étonné de l'idée incroyable qu'il est toujours en vie. Soudain, une douleur insupportable prend le dessus sur le corps, le faisant crier et attirer l'attention d'une mine près. Elle court pour avertir le maître que la patiente s'est réveillée et est dans la plus grande agonie, car les médicaments viennent d'avoir des effets. Le vieil homme lui ordonne de tenir l'aïkido et de le forcer à prendre un médicament fort. Après un combat, le médicament commence à agir et le héros épuisé se calme. Alors que le médicament prend effet, son souffle est plus ferme. Mais les yeux restent larges par le choc. Il demande faible pour les deux étrangers qui ils sont, où il est et combien de temps ils dormaient. Un claquement de conscience frappe lorsque l'incroyable réalité de la survie entre dans sa tête. La mine donne un sermon furieux parce qu'il est avec un ton exigeant, disant qu'il devrait le remercier d'avoir sauvé sa vie. Le vieil homme explique dans le plus grand calme qui a tiré son statut noble à travers les beaux vêtements, même si tous ont explosé. Aikido poursuit en silence que ces gars se sont sauvés alors qu'ils n'avaient plus rien. L'homme se présente en tant que Crest et apprenti en tant qu'Iris, ce qui fait tomber le héros en silence en s'excusant. Crest propose de l'aider à entrer en contact avec la famille ou les connaissances pour venir le chercher. Iris précise qu'il peut l'être jusqu'à ce qu'il se rétablit, mais s'attend à ce qu'il part dès qu'il se tient. Crest commence à s'impatienter, demandant même quand Aikido acceptera cette aide, laissant l'humeur tendue. Le visage de Crest est difficile quand il se rend compte que Aikido commence à comprendre la situation laide qu'il vit. Iris est confus car Crest décide qu'il vaut mieux dire la vérité et dure tout de suite. Aikido demande à savoir ce qu'il cache, mais la tentative d'Iris de le calmer est coupée sur place. Une perception froide prend le contrôle du héros quand il regarde ses bras bandés. Il a l'air incrédule là où ses bras devraient être, en voyant juste un espace vide. L'horrible vérité frappe dur. Ses membres ont complètement disparu. Crest explique au sérieux que prendre les membres était le seul moyen de le sauver des blessures catastrophiques. Noyé de désespoir, Aikido s'effondre une fois pour toutes, car Crest le soutient. Il discute follement, suppliant quelqu'un de dire que c'est un cauchemar. Son esprit court en essayant de comprendre comment il a survécu à l'explosion, juste pour terminer comme ça. Son esprit revient dans le rituel, reliant les chaînes et la magie avec l'état horrible actuel. Il regarde les souches bandées où il avait autrefois des membres. La dure réalité entrant pour de bon. Dominé par le mojo et la douleur, son corps se met et il tombe tout brisé. Alors que Iris regarde avec pitié. Crestman a un visage sérieux, difficile à lire. Le héros baisse la tête, vaincu, chuchotant des questions sur les raisons pour lesquelles il méritait ce sort cruel. Il se rend compte que vous ne pouvez pas vivre normal ou se venger. Avec des larmes de douleur en coulant sur son visage, il supplie les gars qui l'ont sauvé des mathématiques simplement. Crest explose de colère, grondant Aikido pour avoir jeté la vie qu'il a tellement combattu pour sauver. Veillot brille que l'Aikido n'a pas de morale pour pleurer. Tout en regardant du haut à la foule qui est entier, Crash gifle le visage du héros. Dans la dure tentative de le faire sortir de ce désespoir, Crest attrape le visage d'Aikido, criant qu'il est toujours en vie et n'a pas le droit d'abandonner. Ensuite, Iris est bon, prenez son visage avec un moyen, avec ce visage lui demandant de ne pas laisser tomber la vie qu'ils ont sauvée. Les mots ont finalement frappé la tête d'Aikido, qui commence à grogner, incrédule, en regardant son corps cassé. Se demandant désespérément quel genre de vie il pourra prendre maintenant. De nulle part, un cliché dans sa tête se souvient qu'il s'agit d'un atelier. Ses yeux se fixent sur la jambe du voile. Crest, tous fiers, montre que sa jambe bionique a toute fonctionné dans les détails magiques. Il présente son art des prothèses magiques. Il explique qu'une guerre sinistre roule depuis que l'armée du démon a attaqué, alors que les armes magiques s'accélaient. Plus de soldats étaient vivants, mais perdants, les. Sans soldats, les dirigeants avaient besoin d'une solution pour trouver un moyen de renvoyer les blessés en première ligne. Il est né la technologie des prothèses magiques, pour réutiliser les soldats brisés de la guerre. Crest Gaba qui est le plus grand expert, mais Aikido est étonné que cet arrêt ne puisse être contrôlé que par le testament. Dans l'esprit du héros, une vision apparaît. Avec ses nouveaux membres, il pouvait se tenir debout et se battre à nouveau. Une étincelle d'espoir devient un feu de colère dans ses yeux. Il sort que la marche n'est pas terminée et envoie la question du million. Puis-je mettre 4 prothèses et contrôler tout en même temps? Iris coupe déjà le bon marché, expliquant qu'il est pratiquement impossible à cause du contrôle Kaguya de mana. Crest ajoute également que l'énergie magique requise est telle que quiconque serait épuisé qui essaie de bouger.
Lorsque Crest parle le prix absurde, Aikido publie le plan de vendre les accessoires nobles qui valent l'argent, pour le jouer. Avec un but renouvelé, il baisse la tête et demande leur aide, disant qu'il avait pour mission de réaliser. Ses yeux brûlent avec une détermination incassable, une promesse change de vengeance. Crest et Iris sont sans voix avec l'intensité de la demande désespérée. Crest, à moitié contrôlé, finit par céder à la forte demande du héros, laissant l'Iris immédiatement discrédité. Veio admet qu'il se sent responsable, tirant sur l'aïkido à ses motivations pour toute cette folie. Iris est passé, réalisant que Aikido est prêt à être complètement paralysé si c'est le prix. Un climat tendu roule alors que Iris combat le poids de cette décision qui changera la vie du patient. En fin de compte, elle cède excitée et accepte d'aider à la chirurgie, sentant qu'il est de son devoir d'aller jusqu'à la fin, tout comme Crest est d'accord avec la procédure difficile. Aikido interrompt, réalisant qu'il ne connaît même pas les noms des gars qui le sauvent. Avec un sourire confiant, il se présente officiellement, laissant les deux médias sans plancher. Iris promet un soutien total et lorsque la nuit tombe, les préparatifs commencent pour une chirurgie révolutionnaire. La première étape consiste à mettre des pièces métalliques compliquées sur le corps d'Aikido pour servir de point de connexion pour les prothèses. Afin de ne pas trop risquer, il commence par un membre, forçant Aikido à supporter l'ensemble du processus convenu et dans la souffrance. La première chirurgie fonctionne et il reçoit une prothèse de formation temporaire. Le crash détaille le plan de réhabilitation de Brabo, en commençant par le bras droit puis les autres membres. Il explique que pour bouger son bras, Aikido doit canaliser le mana à travers les nerfs simulés de la prothèse. Aikido ferme les yeux et se concentre, sentant la nouvelle connexion avec le bras mécanique. Iris guide légèrement, suggérant de commencer à essayer de déplacer un seul doigt. De nulle part, un monstre d'énergie incontrôlée sort du héros. La force brute ouvre un trou géant dans la paroi de l'atelier. Aikido et Iris sont étonnés de regarder les dommages dans la forêt. Le héros regarde son bras, ne croyant pas, car il voulait juste bouger un doigt. Crest est choqué par le pouvoir destructeur, réalisant que l'aïkido a un mana généralement dangereux. Iris essaie de tenir désespérément l'aïkido tandis que la prothèse du bras est pleine d'énergie sauvage. Crest note fermement, pensant quel genre d'homme porte une puissance magique aussi absurde. Le bras d'entraînement est en morceaux du sol. Preuve de l'échec catastrophique de l'aïkido à contrôler sa propre force. Veio explique qu'aucune prothèse commune ne tiendrait autant un mana monstrueux. Crest dit qu'il fera un bras personnalisé, mais Aikido devra payer. Y compris la réparation de l'atelier. Iris offre de la nourriture, pitié et frustrant la manière difficile à venir. Aikido ferme l'œil, acceptant la difficile réalité de la formation. Il craint de refuser son aide. Pride frappant l'humiliation de la dépendance totale. À l'extérieur, la tempête rampe, tandis qu'une nouvelle torture commence à l'intérieur du héros. Aikido fouille dans le lit, souffrant de la douleur fantôme des membres qui ne l'a plus. La douleur est une astuce cruelle d'esprit, une sensation fantôme qu'aucun médicament ne résout. Sans guérison connue, il se tordant dans le lit, maudissant la douleur incessante. Mais au lieu de se casser, il canalise l'agonie comme un carburant pour le désir brûlant de vengeance. En écoutant les cris de douleur et de la soif de vengeance, Iris se rend compte que la chirurgie doit être accélérée. 1 an plus tard, après de nombreuses chirurgies et une formation lourde, Aikido se tient enfin avec une prothèse sur ses jambes. La première tentative de marche se termine par une défaillance épique, irritant Iris, qui l'attendait déjà. Alors qu'Iris gronde sa hâte, Aikido explique qu'il est tout simplement fou pour dominer le nouveau corps. Alors que les sauveurs l'aident à se lever, Iris se plaint d'impatience, voulant connaître la raison de la hâte. Aikido libère ensuite la bombe en mangeant, disant qu'il n'avait que 17 ans. Iris est choquée, réalisant qu'il est plus jeune qu'elle, et dit qu'elle a également été orpheline et a été accueillie par Crest. Aikido avoue que vivre avec eux est la première fois qu'il a de la compagnie et l'apprécie. Iris devient maladroite, rincée, réalisant que sa présence a également donné une épice dans sa vie. Aikido est gêné par ses remerciements officiels, sans retirer le changement de climat. Les stations changeant, Aikido subit des ajustements et des entraînements infinis sous l'œil de la crête. 4 ans plus tard, un Iris confiant appelle Aikido dans un champ, prêt à démarrer le prochain test. Elle jette un panier d'œufs, le mettant au défi d'attraper tout le monde ou de manquer de dîner. L'aïkido est calme au milieu des œufs tombants, très concentré pour relever le défi. Avec les yeux serrés, il suit le vol de chaque projectile fragile. Il explose dans une séquence de mouvements. Ses prothèses personnalisées volant rapidement vers le putain.
Dans une démonstration de contrôle sensationnel, Aikido intercepte tous les œufs avant de tomber. Il ramasse parfaitement les œufs, ses mains dans un flot avec des mouvements précis. Avec une concentration complète, il tient les coquilles fragiles, montrant qu'il domine les membres puissants. Iris est étonné de le voir avec un panier complet, mais note qu'un œuf s'est échappé. Malgré l'incroyable exposition, Aikido hésite à la fin. Trébuche tout en essayant de sauver le dernier œuf. Iris et Crash sont très impressionnés, faisant l'éloge de ses capacités, même avec des membres de la formation à moitié perturbés. Aikido réfléchit au progrès et se rend compte que le contrôle du nouveau corps est presque le même que la maîtrise d'un jeu vidéo. Il explique que le vieux corps était comme un simple contrôle. Le nouveau est une arche de bâton complexe, avec beaucoup plus de potentiel. Émerveillant toujours de son contrôle, Iris ne croit pas qu'il n'a cassé aucun œuf. Lorsqu'Aikido demande en toute confiance pour les vraies limites du crime. Crest est d'accord, tirant que la formation est terminée et qu'Aikido est enfin prêt pour le vrai défilé. Il montre une prothèse personnalisée à haute performance, ordonnant à Iris de commencer la fixation définitive. Aikido suscite la nouvelle main de combat, avec une forte satisfaction. Il est à bout de souffle, totalement bouxé avec la puissance qui coule dans les nouvelles prothèses. Crash le met déjà à l'épreuve, jetant un bloc de pierre lourd pour qu'il puisse ramasser. Aikido prend non seulement le bloc, mais pleut sans effort, choquant l'Iris avec le spectacle. Satisfait d'une force et d'une vitesse incroyables. Crest passe les ajustements finaux à Iris, ce qui devient un peu étourdi. Veyo explique que cette phase finale nécessite un lien plus fort que la famille et qu'elle ne comprend vraiment que l'aïkido. Les mots font les choses correctement, laissant Iris tous rouges et enveloppés. Alors que la crête rend la pitié, Aikido continue de regarder, perdu au cours des 4 longues années de récupération. Avec la nouvelle puissance garantie, sa tête pense déjà aux traîtres qui l'ont laissé mourir, et la soif de vengeance ne fait qu'augmenter. Des mois plus tard, la scène se transforme en une nouvelle ville où le voyage de vengeance commencera. Avec la garderie du lit, la grippe, l'Aikido et l'Iris feront courir dans la ville. Iris essaie de remonter la situation en pointant un stand de nourriture, mais Aikido sort dans le froid que c'est une chose d'enfant. Sa manière arrogante s'effondre quand Iris pointe une statue sur la place de la ville, un portrait parfait de ce qu'il était autrefois. Il se fait découvrir ce culte du héros, une religion formée en l'honneur de lui par une foule qui croit qu'il est devenu Dieu. Apparaît ensuite un mystérieux gars à capuche, en offrant en plus de dire le service du culte des 5 grandes nations. Le gars regrette qu'après que Aikido unit le monde contre le roi démon, les nations sont tombées à nouveau dans ce combat de bêtes. Il révèle qu'avec les grandes frontières distraites, les frontières sont devenues une terre sans loi, pleine de monstres. Aikido se rend compte à l'époque, un demi-cabrero, que pendant qu'il se remettait, le monde qu'il s'est battu pour sauver s'est effondré lentement. Ce moment de la paix est soudainement brisé par une horde de monstres apparaissant là où il ne devrait jamais avoir. Iris se fiche de peur, mais Aikido est déjà en mode bataille, reconnaissant le danger réel et mortel, sans réfléchir à 2 fois. Il prend l'Iris de peur gelée et saute désespérément à leur atelier. Puis elle s'accroche à lui, tout terrifiée, et Aikido a ce visage total et nerveux. Son pire cauchemar devient réel lorsqu'ils arrivent à l'atelier et trouvent tous pris par les monstres, et sa tête commence à paniquer avec préoccupation avec Crest. La bataille roulait déjà, avec Crest et l'homme mystérieux se battant comme une folie contre les Sèmes. Soulagé de voir Crest vivant, Aikido libère la fureur, écrasant un monstre et se maudissant pour avoir pris beaucoup de temps à agir. Observer la destruction. Aikido tire une conclusion sinistre. Ce fut une attaque directe des 5 grandes nations. Leur victoire dure sous peu. Pourquoi trouve-t-il le vilain Crête blessé, chuchotant que les ennemis ont volé sa propre existence? Le traumatisme active une lourde mémoire chez Iris, qui essaie de désespérément de laver la mémoire d'elle en prison. Puis son sang-froid tombe. Elle revit au moment où elle a été abandonnée, criant à son maître de ne pas partir. Après cela, Aikido est seul devant une tombe de fortune marquée par des outils de Crête. Le voyage du vieil homme s'est terminé là-bas. Il reste là, debout dans la fosse de fortune. Sa tristesse devient une volonté froide et forte de résoudre les choses. Il se souvient des derniers instants de Crest, lorsque le vieil homme a refusé l'aide, sachant qu'il était le temps de partir. La mémoire d'Iris est folle après la médecine. Sans vouloir laisser tomber le maître, il frappe fort son esprit. L'atout de la douleur, mais était plus préoccupé par les étudiants le voyant dans cette situation. Une forte sensation de culpabilité envahit Aikido, qui se demande si sa présence a tout causé. Mais Crest l'avait corrigé, blâmant les 5 grandes nations pour avoir laissé les monstres prendre le relais.
Le vieil homme a essayé de dire quelque chose d'important, non pas sur l'Iris, mais sur Aikido lui-même. Les paroles de l'homme mystérieux coupent ses pensées, révélant qu'il a vu l'obscurité d'un vengeur aux yeux d'Aikido. Dès le début, son regard proche, la même intensité ardente que le premier jour désormais complètement éclairé. Le gars a donné à Aiki les outils pour se venger, croyant que sa mission ferait brûler les nations. Il se souvient des instructions finales de Crest, expliquant que je leur faisais confiance pour continuer le travail s'ils tombaient. Aikido ferme son poing, sachant que son nouveau chemin est tracé et que personne d'autre ne l'arrêtera. Ses pensées vont à la dernière demande de Crest. Une demande désespérée pour Aikido pour protéger son apprenti fou de lui. Aikido a promis au maître mourant qu'il leur devait tous les deux. L'envoyer pour se reposer en paix. La tristesse devient un serment froid. Il se vengera, coûtera ce qu'il en coûte. Dans le présent, Aikido se tourne vers l'Iris qui pleure devant la tombe, disant qu'il y a quelque chose à dire. Iris chine, choquée par le ton froid et cruel de ses paroles. Il confirme le pire qu'elle pensait, révélant qu'elle venait de lui dire toute la vérité de son passé. Iris insiste sur le fait que ce n'est pas idiot, en disant qu'après avoir gardé un œil sur lui pendant 4 ans, il sait qu'il ne ment pas. Répondant à sa question, l'esprit d'Aikido vole vers les traîtres. Déclarant qu'ils les chasseront et factureront ce qu'ils devraient. Il dit à Iris qu'il ne peut plus être de son côté, mais elle, tout têtue, dit qu'il va avec lui. Aikido est tombé avec son courage, qui se souvient que la mission contre les 5 nations est le véritable danger. Il se souvient quand Iris a dit qu'elle pouvait seulement déplacer les derniers ajustements de ses membres. Rappelez-vous les séances de conception, lorsque ces anciennes idées folles ont fait vie de ses mains. Iris serre le siège, se demandant comment il expliquera les réparations sur ce long et difficile chemin de vengeance. Lui, à moitié dominé par sa logique et la promesse faite à Crest, tient la tête, vaincu. Lorsqu'Aikido cède enfin, Iris célèbre, disant que maintenant, ils peuvent commencer à se préparer pour le voyage. De retour à l'atelier détruit, ils brillent qu'elle va ensemble, mais l'avertit de ne pas vaciller. Iris revient dans la boîte. Se souvenir du coût de son équipement et qu'il ne peut pas mourir. Elle le supplie de ne pas être fou, et sa sincérité semble enfin lui frapper le cœur. Aikido regarde Iris, qui se rend compte qu'il est la seule personne en qui elle doit encore faire confiance. Il laisse échapper, dans la plus grande sincérité, qu'elle est horrible de cacher ce qu'elle ressent vraiment, toute vulnérable. Garantie que vous n'avez aucune intention de mourir jusqu'à ce que vous payiez toutes les dettes que vous avez. Prenez un autre serment. Prometteur ne la laisse jamais seule pour faire face au monde. Pris par l'émotion, Iris a mis en lumière sa poitrine, le retirant au dépourvu. Souriant de larmes, elle accepte ses paroles comme une promesse sacrée entre les deux. Aikido se souvient de la dernière conversation avec Crest et de l'engagement à protéger l'apprenti du vieil homme. Ses yeux brûlent avec une détermination féroce, établissant le désir de protéger l'Iris à tout prix. Avec le pacte scellé, ils finissent de disposer les fournitures à la longue route à venir. Avant de partir, Aikido montre une cachette secrète, sachant qu'ils doivent cacher sa véritable identité pendant le voyage. Il révèle la destination initiale. La capitale de la Nation of Fire, Akuyu, où l'un des 5 héros chassera. Un sourire sombre apparaît sur son visage en disant le nom de la cible. Sharon, tandis qu'Iris brille avec excitation avec la nouvelle mission. Avec le but défini, les deux commencent officiellement le long et dangereux voyage de vengeance. L'aïkido reflète que le désir de connaître le monde a gagné un but plus sombre avec le certain compagnon. Ils arrivent enfin aux portes imposantes de Akuil, juste pour trouver une multitude de réfugiés désespérés demandant à entrer. Les gens humbles implorent les gardes de donner un abri pour l'hiver à venir, mais ils ne reçoivent qu'un négatif froid. Le désespoir grandit quand ils expliquent que les monstres sont lâches la nuit, mais les gardes ne se soucient même pas de leur sort. Soudain, un homme mystérieux apparaît, fermant les gardes avec l'ordre de rejoindre la foule bruyante. Du haut du mur, le gars regarde la foule avec un calme sinistre. Pendant qu'un enfant regarde une étrange lumière. Un garde est violemment renversé du mur. Une explosion d'énergie monstrueuse détruit le mur de la ville, frappant les gardes en un seul coup dévastateur. L'homme mystérieux atterrit dur, se révélant comme la source de la confusion. Il ordonne à la morale que les soldats vivants se retrouvent avec la révolte paysanne. Mettre le blâme dans les réfugiés innocents. C'est Sharon, l'un des 5 héros, ennuyé parce que les gens ont osé bouger sa paix. Un panel d'informations montre que Sharon est un célèbre héros et instructeur d'arts martiaux dans la capitale. Une carte montre le voyage à 3 jours d'Aikido et d'Iris, marquant qu'ils sont arrivés dans une ville près de Akuil.
la paire s'est arrêtée dans un bar local, ayant besoin de se réorganiser avant d'entrer dans la capitale. Iris pousse la nourriture, visiblement gênée par la situation. Elle se plaint qu'ils ne peuvent pas entrer dans la ville fortifiée sans autorisation de voyage. Qu'ils n'ont pas. Aikido réalise leur gros échec. Il est officiellement mort et Iris est orphelin, involontairement pour prouver l'identité. Iris le presse pour mettre un plan pour passer le poste et récupérer les pouvoirs volés. Aikido dit que son pouvoir a été verrouillé dans un anneau que ses traîtres ont maintenant. Il conclut qu'ils doivent affronter Cheron pour obtenir la bague, mais est un pistolet pour ne pas avoir de plan pour entrer dans la ville. Leur conversation est coupée par un gâchis quand un gars à une table à proximité crie désespéré. Iris se déplace avec le gâchis, se plaignant qu'elle gâche son appétit. D'autres clients disent que le groupe bruyant est des chasseurs. Les seuls à pouvoir jouer cette vie sans souci. Un panel explique que les chasseurs sont des mercenaires qui sortent pour tuer des monstres après la chute du roi démon. Aikido dessine que les chasseurs ont un privilège spécial. Ils sont libres de n'importe quel magazine frontalier. Avec un nouveau plan sur sa tête, Aikido s'approche de la table du chasseur et demande à entrer dans le groupe. Le chef des chasseurs jette un regard furieux sur l'interruption indésirable, tandis qu'Iris regarde horrifié. Le leader donne un sourire de côté, trouvant une demande audacieuse d'Aikido, tandis qu'Iris s'inquiète. Il demande de manière supérieure si l'enfant veut savoir comment devenir chasseur. Résigne, le gars plaisante et dit qu'il va directement au point, présentant Aikido au droit. Puis il se dispense avec Aikido, disant que le slogan allait mourir sur place. Aikido répond en calme, disant qu'il est plus fort que le chasseur, et s'il est faible, le chasseur l'est aussi. Les yeux du chasseur brûlent avec colère, perdant la patience avec le défi clair. Il progresse dans la fureur, mais Aikido, bien, attire que le seul actif de l'adversaire est la vitesse. Aikido Soft s'échappe des attaques folles du monde entier, se déplaçant avec l'agilité qui n'est pas dans ce monde. Ennuyé de ne pas pouvoir frapper de coups. Le patron envoie la foule pour se joindre au combat. Alors que le chasseur est tombé avec les mouvements impossibles de l'Aikido, Iris se souvient que c'est elle qui a conçu ses membres pour surmonter toute limite humaine. Aikido va bien à travers les attaques maladroites du chasseur, se déplaçant dans une précision calculée. Il répond avec un coup de coude dévastateur. Le bras automède se connecte bien sur le menton du leader. Le patron du pack prend un choc. Il se rend compte qu'il est complètement dans la pantoufle contre ce petit enfant, humilié et pistolet. Le leader prend une épée, prêt à porter les conneries au niveau mortel. Iris est surpris. Pourquoi l'expression de l'Aikido durcit? Ses yeux brillent avec une focalisation froide et mortelle, la colère du chasseur explose, il avance avec une intention meurtrière soudainement, un gars marqué semble en sécurité la lame fermement et les envoie pour arrêter ce gars les garquins. Cela parle dans la moralité subordonnée qu'il a choisi un combat qu'il ne gagnera pas. Yen s'envoie les gars. A impressionné que le pouvoir de l'Aikido soit suffisant pour calmer son partenaire brûlant dans sa tête. À la surprise générale. Le véritable chef des chasseurs s'incline profondément contre Aikido et s'excuse de bien. Pour eux, les remarque la provocation face à l'Aikido, tandis que Garquin l'invite à une salle privée à échanger des idées sur le fait de devenir chasseur. Aikido accepte l'invitation avec un sourire vif et confiant. Son plan correspond parfaitement. Dans la salle, Garquin confirme qu'il a compris l'objectif. Obtenez la licence Hunter pour entrer à Aquil. Il offre une lettre de recommandation, disant que sa guilde a besoin de recrues solides. Le patron demande comment Aikido était si calme. Révèle qu'il observait comment il a évalué la situation. Il livre une lettre scellée. Explique qu'il donnera accès à la guilde et à une mission comme le passage. Dans les adieux, Garquin demande où Aikido a formé, reconnaissant les mouvements de style Sharon. Aikido ferme son visage, se souvenant d'un entraînement douloureux direct avec son objectif, Sharon. Jirkens a l'air sérieux, attendant la réponse à la question lourde et dangereuse. Aikido publie une réponse mystérieuse et laisse le boss derrière, partant la nuit. Le lendemain, Aikido et Iris arrivent à la Hunter Guild locale pour commencer la mission. Ils connaissent le client, un marchand nommé Lugius, qui est méga heureux de les avoir comme escorte. Lugius en quelque sorte blande explique qu'ils ne peuvent payer que la moitié de la valeur normale à la tristesse d'Iris. Alors qu'Iris se plaint de la faible valeur. Le marchand est paniqué, peur d'être seul à regarder les dangers. Iris se penche dans le wagon, Janabed en pensant au difficile voyage vers la capitale. Leur départ est bloqué par le chef déchu des chasseurs, qui est revenu avec la foule pour un match revanche. Le regard d'Aikido est froid et net, pas menaçant pour une menace renouvelée. Les conneries roulent dans une ruelle isolée,
loin d'un œil curieux. En un instant, Aikido laisse tomber tout le monde, le laissant gémir sur le sol. Il part dans la sécheresse, disant que l'innocence du chef ressemble à quelqu'un de son passé. Aikido tient les morts par le menton, le forçant à entendre un dernier avertissement sinistre. Il dit que le plan initial était de voler la licence. Mais la décence du leader a changé le jeu. Aikido avertit la crème glacée de ne plus traverser avec lui, que sa patience est à la limite. Le look pénétrant ne laisse aucun doute sur la gravité mortelle de la menace. Retour au wagon. Aikido parle tranquillement à Iris, craignant de résoudre seulement un concombre en attente. Avec le chemin libéré, le groupe part officiellement pour la capitale, Aquil. Sur la route, Iris se demande si ce qu'il ne fait pas de méchant. Mais Aikido se dispense avec cette idée. Il ferme son poing, sachant que la lutte directe est impossible et doit être plus cruelle que les ennemis. Aikido jure qu'il renversera qui l'a trompé, même s'il doit devenir un méchant dans le processus. Le long voyage dans la capitale commence, passant par un champ vaste et incurvé. Le client marchand parle de voyage. Mais il mentionne une augmentation sinistre des monstres. Il remercie officiellement la protection, appelant Aikido pour le nouveau surnom de Q. Iris demande bientôt la raison du nom étrange. Et Aikido, un peu maladroit, lui dit de le laisser tomber. Il se souvient que Q était le nom de famille dans une vie passée. Un mélange rare et discret. Aikido demande plus de détails sur les monstres, et le marchand confirme qu'ils ne sont que de faibles menaces sur cette route. Lucas révèle qu'il connaît toute une encyclopédie monstre. Réservé que Aikido est étonné de savoir qu'il y en a. Le marchand propose la copie usée, expliquant que la Hunter Guild vend pour aider les aventuriers. Alors que Aikido examine le livre, Iris s'approche, ravi des illustrations, et il réalise à quel point le monde a changé. L'encyclopédie montre plusieurs monstres faibles. Du niveau des A humanoïdes C. Il a également des menaces sinistres de haut niveau, y compris un dragon de rang et un démon exécutif de rang. Qu'est-ce qui peut mettre fin au monde? Au fur et à mesure que le voyage suit, Iris est vitrée dans l'encyclopédie, la trouver étrangement familière. Aikido continue de penser au secret du livre, jusqu'à ce que Iris donne un éperon parce qu'il est hésitation en vigilance. Il y a une discussion pour le moment où le marchand voit deux figures sombres courir rapidement vers le wagon. Il y a deux lapins avec des cornes de rancé, attaquant avec tout. La patience d'Iris est terminée et elle fait face à Aikido avec le visage de ceux qui ne plaisantent pas, facturant pour lui de faire le bon arrêt. Sans même regarder le livre, Aikido va à la trajectoire des attaques. En un éclair, les deux lapins sont effacés au milieu de l'assaut, détruits par une force invisible. Alors que les corps se désintégrant, il reste une pierre magique brillante. L'Iris et le marchand sont sans voix, et émerveillant qu'Aikido ait tué deux monstres rank C avec un seul look bien. Aikido découvre que les pierres magiques sont au cœur des monstres. Distant que cette mission sera une bonne chose de gagner de l'argent, il se rend compte que son bras de prothèse est un chef-d'œuvre de l'ingénierie magique, utilisant l'argent pour mener une puissance absurde. Avec la petite menace résolue, le marchand anime les gars pour suivre le voyage. Ni l'un ni l'autre ne secoue par un spectacle électrique. Le voyage suit des jours, passant les montagnes à couper le souffle. Plus dangereux, sous le ciel étoilé. Dans le camp, Iris entraîne une entreprise ferme, tandis que Aikido est vitré dans l'encyclopédie. Pendant la nuit froide, Aikido fait la veillée, couvrant Iris dormant avec une couverture en calme. Le matin, Aikido tire la toile du wagon montrant une montagne géante devant le chemin. Soudainement, un énorme nuage de poussière apparaît loin en signalant que quelque chose de grand atteint le nuage est causé par une énorme horde de lapins avec des cornes. Mais une menace encore plus grande est au paradis. Un accent monstrueux tombe en vol, laissant tomber un cri effrayant alors qu'il plonge vers le groupe. L'énorme bête atterrit devant eux. Et même Aikido, qui est silencieux, est surpris par l'apparence. L'atterrissage du Griffin envoie une onde de choc sur le sol, jetant le wagon en désordre. Alors que le marchand panique pour être un monstre au rang A. Aikido pense au bien qu'il ne chassait que ses lapins. Avec la disparition de la chasse originale, l'accent vise désormais le groupe comme un repas. Voyant cela, Iris saute devant, courageux, pour bloquer l'assaut de la bête et protéger le wagon. Elle donne un coup de pied puissant sur l'accent ajouté, ce qui fait reculer la bête géante. Alors que la bête rôtit furieuse, Aikido Zoa lui demandant s'il est surpris de trouver enfin un vrai défi. Puis il laisse échapper sa prothèse de bras, il tire un étranger droit au monstre. Le câble tient sur le cou Griffin juste au moment où il essaie de voler, écrasant l'évasion. Avec une forte traction, Aikido traîne la bête colossale de l'air, la jetant au sol sans chance. Il bat le Griffin avec une force monstrueuse,
laissant le brun avec la bouche ouverte avec la puissance absurde du partenaire. Avec le libre parcours, le groupe arrive enfin dans une ville pleine de vie pour soulager le marchand. Alors que les blessés Griffin s'envolent, le marchand s'émerveilla de leur pouvoir, tandis qu'Iris se plaint qu'Aikido laissait sa bête s'échapper. Le marchand, tout suspect, demande à Aikido la véritable identité, trouvant son pouvoir loin de la normale d'un simple garde du corps. Aikido ne donne même pas la question à la question. Coupe l'Iris dans la boîte lorsqu'elle essaie de mettre sa théorie sarcastique. Le marchand est juste là, tous perdus, sans comprendre aucune de cette bonne conversation. Laissant le griffon derrière, Aikido se concentre sur le groupe et dit que leur priorité est d'arriver à Aquil sans enrouler. De nulle part, Eri dessine une gigantesque structure à l'avant et pointe vers Aikido, qui donne même un sourire de coin de sa bouche. Leur long voyage se termine enfin lorsqu'ils s'arrêtent avant la porte principale de la capitale, Akuyu. Pendant ce temps, à la lumière froide de la lune, une figure mystérieuse est bonne de s'asseoir au sommet de l'énorme corps de l'accent vaincu. Un moine fronçant les sourcils inspecte la scène. Je suis étonné qu'un seul gars ait laissé tomber un monstre de niveau A, un arrêt qu'il trouve presque impossible. La figure mystérieuse est un jeune homme plein de marine ou de moine, disant que l'accent a été vaincu grâce aux 5 héros. Ce héros de tir envoie son homme de main pour prendre la pierre magique et lui apporter une belle femme mariée, d'une manière sadique. Il veut toujours que le mari de la femme soit également amené, provoquant le moine sérieux. Près de ce type montre un sourire sinistre et malade. Un flashback sombre apparaît montrant un homme se tordant de douleur sur le sol tandis qu'un plus jeune Aikido regarde effrayé. Le méchant a un visage fou, montrant qu'il se lie à la souffrance des autres. Dans un autre coin, Iris se rend compte dans une bonne chose qu'il y a des gens qui aiment prendre ce qui est le plus précieux des autres. Le méchant confirme cette philosophie malade, disant que le sentiment de domination est la meilleure chose au monde. Retour à l'entrée de la capitale. Aikido livre calmement un document à une garde rigide depuis la porte. Après que Aikido ait expliqué la mission, les énormes portes commencent à s'ouvrir, Iris commentant que le gars a une renommée sinistre. Elle est toute passée avec la merveilleuse capitale, clairement jamais rien vu de tel auparavant. La ville de Akuyu est géante, montrant la puissance du royaume avec des bâtiments grandioses là où la vue atteint. Un endroit explique que cette capitale est le centre pulsé d'un royaume avec plus de 20 millions de personnes, pleine de commerce et de vie. Mais l'attention d'Iris est bientôt volée par un vendeur de rue. Sa faim l'attire pour essayer les délices locaux. Aikido ferme sa vague de touristes et se souvient qu'ils ont quelque chose à résoudre avant toute fête. Il laisse Iris tantrum dans la rue, avec un visage de zéro patience pour son clown. Au lieu d'aller à la guilde, Aikido les emmène dans un vieux dojo, le dojo Cheryl. S'arrêtant pour regarder l'entrée, le non-shell il apporte un flot de souvenirs forts à Aikido, des passages rapides de visages passés et bien connus. Il laisse échapper une forte vague d'intention de tuer. La force de sa présence craquait même le sol en dessous. La vague de puissance rend les animaux proches de la panique. Ressentant le danger absurde qu'il dégage maintenant, Iris crie effrayée de l'aura sinistre qui laisse l'obscurité et soif de vengeance. L'écouter, Aikido tient la fureur, reconnaît sa préoccupation et tourne le dos au dojo. Il jette un dernier coup d'œil à Xiao Dojo, déduisant que le Shaolan n'est probablement pas là. L'Iris, préoccupé, il sort qu'il est préférable de commencer par collecter des informations avant de le donner d'où. Aikido demande à un officier local, qui dit que Shaolan est en inspection dans tout le royaume ou une véritable mission de tuer des monstres. Ils vont dans une auberge silencieuse pour planifier les spectateurs. Aikido pense que l'intervention d'Iris l'a sauvé d'envahir le dojo à Mahan et de mettre fin à l'exil de la capitale. Il se rend compte que le vrai défi n'est pas seulement de trouver Shaolan, mais aussi de récupérer un élément maudit d'une entité démoniaque. Aikido regarde le palais royal, pensant que la cible est coincée à l'intérieur. Il rejette l'attaque directement parce qu'il est trop risqué et décide de manipuler des choses pour que l'ennemi lui vienne, assis sur la table. Aikido est convaincu qu'avec la bonne provocation pourra tirer Shaolan pour un combat. Il se souvient de la personnalité arrogante et assoiffée de la lutte de Shaolan. Bien sûr, il ne résistera pas au défi d'un fort adversaire. Le plan du maître est une note de défi mal réalisée, juste pour quitter l'ennemi qui était bon. Avec le sourire de ceux qui ont gagné à la loterie, Aikido déclare que son travail d'art est parfait, prêt à courir dans la capitale. Iris appelle bientôt un idiot, disant que seul un imbécile tomberait dans un piège si rugueux. Elle dit que Aikido est généralement calme et rationnel, mais elle est aveugle en matière de vengeance. Franchement. Elle dit que cette obsession lui fait même voir ce qui se passe. Ensuite,
Elle tape la tête pour calmer l'animal et lui demande d'aller d'abord recueillir des informations. Plus tard, Iris revient avec une brochure, disant qu'il a découvert un événement annuel important tout en échangeant une idée avec des chasseurs locaux. Elle révèle qu'elle a un tournoi d'arts martiaux géant au grand colosse du royaume, la scène parfaite pour une confrontation. Iris laisse échapper que le champion actuel n'est autre que Ruan Shaolan. Laissant Aikido choqué, elle explique que Shaolan défend une séquence de victoires d'un siècle, il est donc certain qu'il participera. Le regard d'Aikido est sérieux, sachant que le rival arrogant ne perdrait jamais un si grand événement. Il ferme son poing, tirant que ce tournoi est la chance idéale de faire face à l'ennemi et d'obtenir ce qui a été volé. Un sourire sinistre s'ouvre sur le visage d'Aikido, laissant Iris un peu maladroit. Donc, à l'approche du tournoi. La scène est armée pour une confrontation pleine d'histoire. Chaque groupe se prépare au combat qui arrive. Et le grand tournoi d'arts martiaux est sur le point de commencer. Les portes imposantes du Colisée impérial sont prêtes à recevoir la concurrence maximale du royaume final. Des feux d'artifice illuminent le ciel alors que l'Iris s'émerveillance de l'immense festival. Demandez si Aikido est vraiment prêt à jouer. Aikido montre un bras prothétique de fortune, déclarant avec confiance que son pouvoir limité est tout ce dont il a besoin pour gagner. Il admet que son bras n'est pas suffisant pour vaincre Shaolin, laissant l'Iris face à la partie financière de l'arrêt. Il appelle ce handicap dans la plus grande tranquillité et dit qu'il ajustera son bras en ce moment, laissant Iris étonnée. Le flashback de la nuit précédente montre Iris désespérée, ne comprenant pas l'idée d'Aikido de construire un nouveau bras avec un projet compliqué la nuit. Aikido avait déclaré que sans pouvoir ancien, il était dans un désavantage de bras bas et avait besoin d'une nouvelle arme nouveau pour gagner. Maintenant, il lui demande de terminer le bras avancé en seulement 3 jours pour arriver à temps de la finale du tournoi. Aikido parle à coup sûr que la date limite est de y arriver, laissant Iris choquée par sa logique exigeante. Il joue toute la responsabilité de la victoire sur ses épaules, laissant Iris bouler, sans choix que d'accepter, avec un désir total. Iris se lance au travail pour créer le chef-d'œuvre suprême pour lui. Pendant ce temps, Aikido se dirige vers le Colisée géant, et la voix d'Iris l'appelle à attendre. Un coup dur à gong annonce officiellement le début du tournoi d'arts martiaux. Un haut-parleur animé donne un coup de pied au tournoi End Kingdom, soulevant la foule géante du Colisée. Elle explique que le préliminaire d'aujourd'hui est une bataille soudaine de royal avec plus de 100 combattants à la recherche d'une place dans l'événement principal. Pendant que Aikido s'inscrit, l'annonceur mentionne que l'actuel champion Ruan Shaolan est déjà assis là en visant la 6e victoire consécutive. Elle avait détenu le format, qui survivant dans la confusion préliminaire avance jusqu'à ce que seulement 16 se retrouvent pour la dernière rangée du tournoi. En ce qui concerne l'inscription, Aikido confirme que bien que la magie soit interdite, son bras prothétique magique est considéré comme une partie légale du corps. L'officier explique que ces armes ont déjà été utilisées par de nombreux concurrents et sont normalement acceptées. Il signe le formulaire, notant que les règles quittent étonnamment les armes. Mais ils interdisent à un risque de disqualification. Aikido donne un rire interne de ces règles, sachant que cela ne vaut rien s'il peut atteindre la finale et frapper les factures. Un étrange rire lui échappe alors qu'il a signé, laissant l'officier se fermer un peu avec l'ambiance forte du gars. Il prend le nombre de 30 années 30, tandis qu'un membre de l'équipe se rend compte que le groupe d'Eva a la plus grande pérangue. Un autre concurrent commente la coïncidence de tant de combattants dangereux ensemble dans un groupe. Il souligne certains gars connus, attirant l'attention sur un individu sinistre. La caméra se concentre sur un mercenaire effrayant nommé Fan. Un gars bizarre et inhumain connu sous le nom de Pad. Il est réputé pour mettre fin aux ennemis en brutalité et n'est là que pour le prix. Fuan regarde le groupe d'Aikido avec un mépris total, les traitant comme des ordures sur son chemin. Un officier annonce le début des préliminaires d'aider. Ou perdre la plaque signifie éliminer à temps. Alors que d'autres combattants obtiennent $1 avec l'arène bondée, Fan le considère comme la chance idéale d'éliminer les rivaux dans la muette. Alors que les combattants rivalisent au centre, ils sont confus en voyant Aikido arriver tranquillement sur le bord de la scène. Aikido est bon, prévoyant d'économiser de l'énergie pour fermer ce tour rapide. Juste au moment où l'orateur annonce officiellement les conneries du groupe D en mode Royal Battle, l'arène devient un gâchis fou, général en main aux frères. Mais au milieu de ce chaos en acier, quelqu'un se rend compte que l'Aikido vient de disparaître de sa place. Un grand frère est hérissé, tout sous le choc, tirant que le mystérieux combattant qui a disparu est maintenant devant lui. On dirait que c'est sans bras. Un autre combattant regarde son arme confus, car l'arrêt est enveloppé dans un fil mince et résistant,
sans explication. Toute l'arène devient un gâchis, plusieurs combattants constatant que leurs armes sont coincées dans une toile géante uniquement. La foule dans le public recherche de l'aïkido, calme, tirant toute cette masse de guerriers enroulés autour de la scène. Son avion de génie se révèle lorsqu'il utilise une pierre géante au bord de l'arène comme point de soutien. Un géant révolté piégé dans le piège part pour la confrontation, en colère contre le jeu intelligent de l'aïkido. Aïkido, en morale, désarme le monstre. Prenez son machadao et dessinez déjà qui aura besoin de cette arme pour la prochaine étape. En utilisant la hache volée, il coupe le cordon épais qui a attaché la pierre. L'énorme pierre cède et commence à tomber, allant directement au combattant si à la main. Pour fermer le plan, Aïkido frappe le point bionique sur le sol, brisant la scène en dessous. Un combattant obtient son visage tout à fait tendu, rédigeant ce qui est le jeu destructeur de l'aïkido. La toile de fil serre. Tirant tous les combattants pour un lot, au milieu de la scène, tout le monde. La panique explose lorsque les gars sont tirés violemment par le sol de l'arène, le tout enveloppé dans le théia. Beaucoup de guerriers deviennent une boule humaine de démolition, glissant sans contrôle sur le côté cassé de la scène. Avec le cordon arrêté coupé, la tension dans le fil lâche soudainement. Le coup puissant d'Aïkido est la fissure finale, envoyant une vague de choc sinistre aux combattants capturés. L'annonceur est sans voix. Des pattes y voyant l'impossible se produire à temps. Dans un spectacle en colère, Aïkido envoie le général hors du ring, devenant le seul survivant du groupe D. De sa zone VIP, l'un des Rohan Cholon est curieux de poser des questions sur le nouveau combattant, Kwakito. Cholon, tous pleins de marat, se moque du nom. Pensez que ce novice sera oublié après leur combat. Le mercenaire redouté, fan, est vaincu au milieu de l'élimination. Prouvez le pouvoir absurde de l'aïkido. Le deuxième jour, le tournoi était plus de 600 candidats pour seulement 16 meilleurs combattants. L'annonceur commence déjà l'événement principal, tous animés, prêts à montrer la table du tournoi que tout le monde attendait. Aïkido se dirigeait de voir que son premier adversaire est un pratiquant de style Shaolin, un disciple direct de son ennemi juré. Pendant ce temps, le champion actuel, Rohan Shaolin, est assis de l'autre côté de la table, garantissant le libre parcours. Dans les coulisses, Akito ferme son poing, essayant de tenir sa colère à cette surprise. Il se rend compte qu'il est de l'autre côté de Shunan, donc il ne pourra que lui faire face en finale. Et c'est mauvais parce que sa prothèse avancée n'est pas encore prête. Et il sait qu'il n'est pas encore prêt pour ce combat suprême. De la zone VIP, le Shaolin, tous pleins d'arrogance, appelle l'étudiant Kaku, le combattant qui affrontera Aïkido. Shaolin explique cela avec cette table. Les victoires de Kaku ne rendront le style Shaolin que plus célèbre avant la finale. Le roi rappelle au Shaolin que ce tournoi est comme une fausse guerre, mais avec la fierté de la nation en jeu. Il a l'air moche pour Shaolin, lui interdisant de perdre de toute façon. Kaku essaie de calmer le roi, jouant, tandis que Shaolin sourit, il ne se soucie pas de la pression. Le roi attrape Shaolin, expliquant désespérément qu'il perdrait détruire le pouvoir du pays et apporter la ruine des rivaux. Shaolin ignore les préoccupations du roi et va avec Kaku, promettant une bonne récompense pour la victoire. Le premier combat commence, présentant le combattant animé nommé Kikukarazu, le prince masqué. Son adversaire est Aïkido, qui bloque facilement un coup dur, laissant Kikukarazu un peu sans réaction. Aïkido tient le bras masqué et pour son attaque sur place. Dans un spectacle choquant, Aïkido jette l'adversaire hors du ring, terminant rapidement le duel. Dans le deuxième combat, un combattant extravagant nommé Iron Rose appelle Aïkido, curieux du secret de son bras puissant. Iron Rose part pour l'attaque, mais son épée ne fait que frapper la jambe d'Aïkido et revient, le laissant béant. Aïkido révèle que sa jambe est également une prothèse, ce qui rend Iron Rose furieux, demandant un combat équitable. Malade de la conversation, Aïkido décide de mettre fin au combat bientôt. Avec un mouvement, il neutralise la rose de fer et assure une autre victoire rapide. Un spectateur commente que le gars du bras bionique n'est pas seulement un filou, il a vraiment du pouvoir. D'autres combattants discutent du potentiel d'Aïkido, affirmant qu'il est un zèbre, mais le prochain duel est contre un disciple de style Shaolin. Alors que la foule commente les prochains combats, un autre combattant fort fait une entrée triomphante de l'arène. L'annonceur annonce le troisième combat. Un épée contre l'actuel champion, le héros Rohan Shaolin. L'annonceur est tout nerveux à propos du cri des fans pour le cher champion. Shaolin aime l'affection. Alors que Aïkido observe des tribunes. Le look ferme à couper le bruit de la foule. Lorsque l'arbitre donne le signal, l'adversaire de Shaolin, l'épée, n'attend même pas et ne monte même pas. Les yeux de Mikito se sont roulés,
sentant l'épée mortelle de l'adversaire, tandis que Cholo regarde l'attaque contre le calme. L'épée tire la lame vivante, choquant l'arbitre et tirant un sourire amusant du champion calme. Shaolan se moque du désir de tuer l'épée, lui demandant s'il est un fan de fou. Le visage de l'épée change, plein de haine. Demandez si Shaolan ne se souvient vraiment pas de lui. Il se présente comme Atsumi Musashi et accuse Shaolan de tuer sa femme, une accusation que Shaolan prétend être même liée. Lorsque Musashi essaie d'attaquer, Shola lève la main de bien, lui demandant d'attendre en essayant de se souvenir de sa mémoire. Un flash douloureux montre Musashi jurant de se venger du corps de sa femme. Avec le cruel sourire de Shaolan effrayant la scène, il admet qu'il a presque oublié la femme et propose de redécouvrir Musashi dans le Beyond. Même avec une attaque vengeante, Shaolan pour la lame mortelle avec 2 doigts. Toute l'arène, y compris l'aïkido, est béante avec cette défense impossible de Shaolan. Aikido se rend compte, avec la peur qui monte, que Shaolan a arrêté la lame avec un doigt. Sans protection, Shao ne laisse pas échapper à des escroqueries, laissant l'épéiste perdu à grande vitesse. Un flash explique l'une des 5 sommets des compétences en Aikido, la grâce du pouvoir, qui donne une force physique surhumaine. Le pouvoir est si sinistre qu'il montre un Aikido soulevant une pierre géante et lourde. De retour dans le présent, Shaolin bouillonne que ses réalisations ne sont que le contrôle de l'énergie dans la morale. Avec un claquement de doigts, il dit qu'il s'est finalement rappelé le souvenir de la femme de Musashi. Il dit d'une manière cruelle qu'il a dominé la femme avec un sourire sadique. Les yeux de Musashi brûlent la haine tandis que Shaolan appelle le meilleur à sa mort. Pris par la colère meurtrière, Musashi part pour l'attaque. Maintenant, avec Shaolan entouré d'une sinistre aura ténébreuse, Shaolan laisse échapper un punch dévastateur, jetant Musashi loin dans l'arène. Swordsman crie de douleur tandis que le pouvoir écrasant du champion détruit son corps et son esprit. Musashi frappe le mur du stade, avec des épaves et des épées volant partout. Pendant que l'orateur est adopté, Shaolan donne des ordres à l'étudiant Kaku et Aikido avec un visage fermé. Aikido saute des tribunes à l'arène, étant sur l'épée vaincue et brisée. Aikido affronte Shaolin, qui se tourne vers l'élève, demandant qui est cet intrus. Les gars chuchotent, reconnaissant la figure mystérieuse comme un participant des 20, qui vient d'interrompre le combat. Shaolan se met en colère contre le look difficile d'Aikido à savoir ce que cela signifie. Kaku apparaît, interrogeant le maître sur l'histoire avec Aikido, qu'il semble reconnaître un peu de lumière. Kaku arrive à la morale, voulant retirer la poubelle et dire à Aikido d'attendre qu'il se bat. L'annonceur crie, croyant sans cesse, tant que la Musashi blessée se lève, refusant d'abandonner, Aikido se ferme sur le ring, son visage sérieux montrant qu'il s'inquiète pour l'épée. Malgré son incroyable désir, Murumshi finit par donner la blessure et s'évanouir, tandis que Shaolan est déclaré vainqueur. Lorsque les mercredis sont terminés, l'annonceur appelle une pause, laissant l'espérance géante du stade. Plus tard dans la soirée, avec la douce brillance des lampes de poche, la revue post-post. Akito prend un remorqueur d'oreille d'un officier de tournoi, qui explique que la perturbation de la lutte donne une disqualification. Mais l'officier rend service, disant que les conneries Musashi avaient déjà annulé le combat. Cherchant à découvrir Musashi, Aikido libère toute sa colère, admettant qu'il aurait affronté Shaolin dans la boîte si l'épée n'avait pas levé. Même effacé, le gars est hanté par la défaite, marmonnant de ne pas pouvoir venger qui il aimait. Quand il demande pourquoi il a risqué d'être disqualifié, Aikido dit que c'était un pur instinct, mais au fond de ce qui le fait bouger est la recherche tragique des épées pour se venger. Mentir, vaincu. Musashi est dans le mal de refléter à quel point la façon dont la revanche l'a mis fin à la vengeance l'a mis fin. Akito garde un œil sur l'épée inconsciente qui pleure non pas pour la défaite, mais par l'épouse, il ne pouvait pas se venger. Voir l'homme brisé comme ça. Aikido fait une promesse ferme de porter le poids de cette vengeance. Entouré par les fantômes du passé, Aikido durcit son cœur pour exterminer tout le mal qui se croise. La scène se transforme en un endroit calme. Allumé par des lampes de poche, très différentes du chaos de l'arène. Dans un autre coin, un verre de lunettes se réveille effrayé sur la table, réalisant qu'il dormait toute la journée. Elle regarde le ciel nocturne et commence à penser à Aikido et au duel qui s'adresse à Shaolin. Son esprit se tourne vers le maître, révélant qu'elle a déjà terminé un appareil magique amélioré pour lui. Un fil de doute traverse son visage, se demandant si ce qu'elle fait est juste. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une voix appelle le champion, Shaolan. Shaolan avertit l'étudiant Kaku qui est presque le temps de la demi-finale. Le champion demande qui sera le prochain adversaire de Kaku, un utilisateur magique nommé Q.
Kaku a confiance en leur technique scolaire, mais Shaolan se demande seulement, affirmant que ce combat est déjà déterminé. Shaolan provoque l'étudiant. Il remet en question son ambition et défie son enfant pour essayer le titre de Great Master. Avec une lueur sinistre dans le look, Shaolan continue de penser aux avantages d'être en haut du sommet. Kaku demande alors ce que le maître veut vraiment, s'il quittera jamais son ombre. Kaku révèle qu'il veut seulement que Shaolan continue d'être plus fort. Alors que la phase de demi-finale est préparée, le narrateur présente un nouveau scénario sinistre pour le combat. Un anneau d'eau fait pour un combat brutal de vie ou de mort. Avec un autre demi-finaliste abandonné, ce combat est déclaré le dernier de la journée. Un officier emmène Kaku dans l'arène, tandis que l'étudiant ne pense qu'à chercher de la force sans s'arrêter. Kaku réfléchit au pouvoir de maîtrise du maître, qui semble faire tous ses efforts. En entrant dans l'arène, Kaku accepte qu'il vit dans l'ombre de Shaolan. Mais c'est calme tandis que le maître est le roi du défilé. Kaku et Ukahu sont sur les côtés opposés de l'anneau d'eau, prêts pour la bataille. Le narrateur explique que les nouvelles règles, brutales, sont maintenant valables, et le combat est à la fin. Les deux échangent regardent, la tension dans l'air est lourde. Avec un signal fort, la demi-finale commence vraiment. Les combattants jouent droit. Kaku bloque facilement l'attaque initiale de Kuju. Ils sont dans le lien tendu, testent la force et la volonté de l'autre. La confiance de Kaku commence à vaciller quand il se rend compte que la technique de Kuju est très différente de ce à quoi il s'attendait. Dans un éclair de lumière, Ku libère une contre-attaque surprenante avec sa main, en prenant le Kaku au dépourvu. Ku tient le bras de Kaku, espérant avec une force qui ne correspond pas à son corps maigre. En utilisant la propre force de Kaku contre lui, Ku manda les gros gars glissant dans l'arène recouverte d'eau avec une force de leur. Kaku glisse, mais parvient à se raffermir en étonnant ses doigts sur le sol. Ku saute fort. Voler sur les colonnes en pierre pour maintenir l'avantage. Les deux échangent des regards dans l'arène, calculant l'étape suivante avec une précision mortelle. Au lieu de se préparer à tomber, Kaku se lance et trouve l'adversaire en chemin. Dans une manœuvre était incroyable, Kaku twisque son corps pour libérer une puissante contre-attaque d'en haut. Un regard de pure détermination apparaît sur le visage de Kaku alors qu'il prépare le coup. Le coup de pied destructeur frappe le plein, faisant plonger Kuju vers l'eau. Mais Ku tombe bien, détournant rapidement l'attaque furieuse qui se rapproche. Ennuyé par la vitesse de l'adversaire, Ku se rend compte qu'il est maintenant défensif. Les deux ont vu un flou de mouvement, échangeant des coups rapides qui secouent l'eau en dessous. Kaku provoque Ku de réagir, ne sachant pas que Ku est déjà connecté que sa garde se brisera. Le narrateur est béant, fasciné par la bataille frénétique. Tout le stade se lève et crie, admirant le spectacle d'attaque et de défense. D'en haut, Sholam note que bien que Kaku représente le style de l'école, la technique Ku est étrangement familière. Kaku accuse son rival de se moquer de l'art du maître et promet de le détruire pour une telle insolence. Ku revient à calme, demandant si Kaku est vraiment de l'école Shaolin. Il envoie la question que Poke. Pourquoi un contenu de guerrier de niveau Kaku est-il juste un outil pour un autre? La question de Ku déplace Kaku, qui est un peu perdu dans ses pensées. Plein de vie, Kaku nie la provocation. Parler que l'école Shaolin est la plus puissante au monde. Il ne donne même pas les doutes. Libérer une aura puissante pour montrer qu'elle est fidèle à la fin. Kaku active un art secret de l'école Shaolin. Une technique de respiration qui donne une force physique explosive. Avec un accident, il envoie une vague géante d'eau et des épaves vers l'adversaire. Ku détourne le bien de l'explosion et apparaît de nulle part derrière le Kaku turbo compressé. Lorsque Kaku se tourne pour attaquer, Ku libère une contre-attaque rapide, visant le bras de l'adversaire avec un appareil caché. Kaku crie de peur lorsque des objets tranchants percent sa peau. Réalisant qu'il est tombé dans un piège, la foule est ouverte alors que l'arène explose avec la force du choc. Kaku a utilisé la tactique bon marché, disant que l'imitation de maître bon marché donc ne brisera jamais sa défense. Il ignore les dommages superficiels, ce qui rend votre détermination plus difficile que la pierre. Il a contré avec un coup de pied dévastateur, disant que le style Shaolin est le plus fort du monde. Les narrateurs sont choqués par l'attaque brutale de Kaku, pensant que le combat est déjà décidé. Mais Ku, même tombant, la vision limitée de Moon Kaku de la vraie force, disant qu'il a besoin de voir le monde en dehors de l'ombre du maître. Fulot avec la provocation, Kaku monte, déterminé à fermer son rival pour de bon. Mais il s'alère au milieu de l'attaque, un cliché à l'esprit que pour tout. Ku est toujours, montrant un piège à fil caché, remettant en question le manque de perception de Kaku. En un éclair, Ku libère un coup de poing brutal avec une armure,
frappant la mâchoire de Kaku avec une force monstrueuse. Le coup puissant envoie Kaku voler à travers l'arène. Son cri résonnant à travers le stade. Le monde de Kaku tourne alors qu'il tombe en arrière, totalement confus par le virage inattendu. Le narrateur explique la gestion de la tactique de génie de Kuju, qui a utilisé une corde cachée pour attaquer les angles morts de Kaku. Kaku se lève stupéfiant, tout équilibre désordonné lorsqu'il découvre que chaque mouvement de Kuju a été planifié. Kuju continue dans l'attaque psychologique, demandant à quel point une défaite tachera le prestige de l'école Shaolin. Ku regrette que l'entraînement de Kaku est jeté et dit qu'il doit vivre en dehors de l'ombre du maître. La dernière arnaque verbale de Kuju atteint profondément les profondeurs, disant que Kaku ne sera jamais le plus fort de Shaolin et que cela apporte un flot de souvenirs. L'esprit de Kaku revient au passé, se souvenant du respect qu'il avait dans le temple. Mais cette mémoire est tachée au moment où il a accepté le destin. En marchant toujours dans l'ombre du maître, Shaolin. De retour au présent, Kaku se lève avec un but renouvelé, disant qu'il montrera au monde le véritable chemin du style Shaolin. Il publie un dernier rugissement désespéré, promettant qu'il ne sera pas vaincu par un gars comme Ku. Le poing blindé de Kuju frappe la poitrine de Kaku avec un impact qui semble définitif, avec un sourire de moquerie. Ku reconnaît que l'esprit de lutte de l'adversaire n'était pas totalement inutile. Le narrateur annonce Ku comme gagnant, préparant la scène pour la finale contre un nouvel adversaire. La lutte finale est révélée. Un mystérieux Ku affrontera le maître de l'école Shaolin, le sien. Personne à l'arène ne s'attendait à ce tour, car le novice fait maintenant face au favori du tournoi. Plus tard, un Kaku vaincu titube à travers un couloir sombre, lourd avec le poids de l'échec. Les mots de provocation de Ku survivent dans l'ombre sont martelés dans sa tête. Admettant toute la défaite, Kaku s'approche d'un chiffre en attente à la fin du couloir. Il lève les yeux. Choqué de voir son maître, Shaolin, avec un regard froid sans patience. Kaku abaisse sa tête embarrassée, s'excusant de faiblesse et d'échec. Shaolin rejette les excuses avec un sourire moquerie et offre à prendre soin de ses blessures. Kaku est en doute, confus par l'offre étrange du maître de tester une nouvelle technique de guérison en lui. Sans avertissement, Shaolin attaque l'élève, libérant un pouvoir sombre et corrosif dans le corps de Kaku. Kaku crie dans la plus grande agonie tandis que cette énergie étrange le consomme, tandis que Shaolin est bon, juste dans le sien, se demandant s'il n'a pas manqué sa main. Dans les dernières secondes de sa vie, Kaku retient toujours ses promesses, disant qu'il avait lancé le style qu'il a promis de défendre avec la vie. Shaolin, à la morale? Froid que seulement. Parler à l'élève que son utilité était déjà et lui dit de mourir. Le corps de Kaku ne disparaît en rien, laissant son maître seul dans les escaliers. Sans aucun remords. En passant sur les restes de l'étudiant, Shaolin fait un sourire tordu, admettant que Ku était le premier adversaire à une époque qui lui a réellement donné un gaz. Son anxiété explose dans un rire à moitié fou, montrant que son vrai côté est un fou de combattre. Alors qu'un nouveau jour se lève, l'arène est prête pour cette confrontation finale. Qu'est-ce qui marquera l'histoire? La nouvelle de ce duel n'a jamais été vue entre Ku et Shaolin se déroule sur tout le continent. L'affiche officielle de Fight confirme ce combat choquant, plaçant la mystérieuse recrue contre le meilleur champion. Dans un autre coin, un gars inquiet nommé Ekito note tandis que son partenaire, Iris, se prépare à sortir en mission lourde. Une mine blonde apparaît, coupant l'iris, donnant une conversation directe se plaignant des 3 jours où elle a disparu et exigeant qu'elle se dépêche. Iris s'excuse, dit qu'elle prenait l'équipement spécialisé de l'équipement. Face à Ekito, elle éveille que sa recherche de sa vengeance n'a plus d'importance. Se préparer à prononcer les derniers mots, Iris laisse le gars écouter avec un cœur lourd, lui demandant de ne pas suivre son chemin destructeur. Même en comprenant ce qu'il ressent, Iris admet qu'elle ne peut pas l'arrêter et révèle qu'elle rêve d'une vie différente. Elle imagine un avenir en paix, jouant un petit atelier tranquille, loin de ce monde de combat. Dans cette vie, elle rêve, elle ferait des prothèses tandis que Aikido utiliserait ses compétences pour aider les gens. Un avenir qui est maintenant sur la corde raide. Aikido insiste sur le fait qu'il est trop tard. Mais Iris, connaissant sa préoccupation, demande une dernière promesse. Elle se tourne vers Oku, qui est déjà apparu, et lui dit de jurer qu'il reviendra vivant de cette bataille. Ekito serre son poing, se souvenant d'une promesse sérieuse qu'il a faite pour elle une fois. Dans un souvenir rapide, il avait juré de ne jamais la laisser faire face aux arrêts seuls. Ku reconnaît le nouveau pouvoir d'Ekito avant de s'envoyer à ce dernier combat. Dans l'arène, Ku et Shaolin sont prêts, avec les restes de la lutte passée dispersés. Le sourire confiant de Shola trouve le look ferme de Kuju, tandis que les deux rivaux se préparent à se briser.
Les gars qui ont déjà crié maintenant sont silencieux. Le temps est tendu et plein d'attentes. Tout le monde au stade, y compris Ekito et Iris, ressent le poids du moment. Sachant que l'histoire y sera écrite, soudain, un bruit rythmique de Palma réduit la tension, attirant l'attention de la foule confuse. Ceux qui applaudissent est un mystérieux gars blond qui arrive pour féliciter le finaliste avec un large sourire et plein de bonne ambiance. Il envoie Kuju en train de se faire appeler, disant dans la morale que Kuju n'a aucune chance contre lui. Le novice tient à annoncer que cette étape est la hauteur du tournoi, exigeant des applaudissements de tout le monde. Le visage de Shaolan est sérieux, il reconnaît le gars et se rend compte qu'il n'a rien changé au cours de ces 4 années.